sens qu'on s'en approche. Je le savais. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, aujourd'hui j'aimerais vous faire part d'une découverte proprement fabuleuse de ces derniers mois, la dernière version de Minecraft, la 1.13, l'update aquatique. Avant toute chose, sachez que d'une part, cette vidéo sera découpée en deux parties et d'autre part, chacune de ces parties seront elles-mêmes subdivisées en différents chapitres que voici. Il y a en outre une vidéo non répertoriée qui, c'est comique, répertorie l'ensemble des nouveaux sons, particules et tags ajoutés, ce qui pourra aider les plus mapmakers d'entre vous. Ainsi, vous regardez actuellement la première partie, concentrée sur le côté aquatique de cet update, celui qui, je pense, intéressera la plupart d'entre vous. La seconde partie parlera, elle, de changements techniques. Bien. Je viens de finir le montage de cette vidéo et l'extrait que vous venez de voir a été enregistré il y a de ça presque 2 mois. Donc, je pense qu'il n'y aura pas de seconde vidéo, vous aurez un document avec tous les changements techniques de l'update dans la description qui a été fait par PixieGecko, mais une seconde vidéo sera pas possible pour moi, j'ai besoin de m'attaquer à d'autres projets et ce serait beaucoup trop long à faire, étant donné que celle-ci m'a déjà pris pas mal de temps, j'imagine que vous comprendrez. Évidemment, chacune des parties et leurs chapitres sont trouvables en description et pour nos amis anglophones, des sous-titres anglais sont disponibles. Les présentations sont faites, alors rentrons sans plus attendre dans le vif du sujet avec un peu d'histoire. C'est en l'an de grâce 2017, année marquée par un nouveau président des USA pour le moins atypique et par l'étrange succès des Handspinners, que Mojang annonce sa nouvelle mise à jour du deuxième jeu le plus vendu au monde, Minecraft. À part faire d'absurdes et longues périphrases, Syrah, qu'as-tu à nous dire à ce propos est possiblement une question qui vous passe par l'esprit actuellement et je vous répondrai rien. Parce que ces premières mentions de la 1.13, qui arrivèrent bien vite après la sortie de la 1.12, n'annonçaient pas une révolution pour la plupart des joueurs lambda. C'est Dinorbon qui nous en fit part le premier, le 24 avril 2017. Il annonce à la couleur directement, la 1.13 sera une update technique, et c'est bien en ça que j'ai dit, parce que ces premières mentions de la 1.13, qui arrivèrent bien vite après la sortie de la 1.12, n'annonçaient pas une révolution pour la plupart des joueurs lambda. Il y a quelques secondes, une mise à jour technique ne semble pas un super coup pour tous les joueurs attendant monts et merveilles en termes de blocs, de monstres et simplement de fonctionnalités. Néanmoins, c'est bien dans cette direction technique que Dinorbon, en tête du projet de la 1.13 à l'époque, ira. Et c'est là que la confusion s'installa. Nous étions plus hypés par la 1.14 dont les fonctionnalités restaient encore cachée que par la 1.13 qui semblait être une update remplissage. Alors parlons-en, la 1.13, comme elle était présentée à ce moment-là, a bien trop été sous-cotée. Elle allait tout de même contenir une suppression de la limite de blocs, des datapacks simplifiant significativement le travail de mapmaker, ou encore une réécriture du système de commandes hyper trop cool et ergonomique plein de couleurs. Tant de choses qui limitaient Minecraft à un point inimaginablement absurde et manifestement inutile. A titre d'exemple, depuis la 1.12, Mojang ne pouvait simplement plus ajouter de blocs au jeu. Je sais que j'ai tendance à utiliser cet exemple assez souvent, mais il illustre vraiment bien l'importance d'une telle mise à jour. Ensuite vint la Minecraft qui changea tout. C'est bien vers la fin de ce live officiel Minecraft annuel que Jeb nous dévoila le thème de l'anciennement nommé 1.14 qui nous a engoué comme jamais jusqu'à ce jour, l'update aquatique. Les jours passent avec une 1.13 technique dont beaucoup se passerait bien qui commence à pondre quelques snapshots et une 1.14 qui agite les foules mais qui n'est pas encore testable. Mais c'est en l'an de grâce 2018 qui fut marqué par le tasage de rats sur YouTube et une bagnole en orbite solaire, décidément il s'en passe des choses sur notre pauvre planète que la séparation entre la 1.13 et la 1.14 fut brisée. Sur Minecraft.net fut effectivement posté cet article annonçant la réunification des deux versions, permettant aux développeurs de travailler plus vite sur l'update aquatique, quitte à repousser la technique. Et puis enfin, nous y voilà, elle sort. La 1.13, l'update aquatique, et putain, c'est génial. 64, oh, eh ben, ils ont pas chômé. Bon, évidemment, c'est théorique, mais au moins, ce n'est pas des variations de couleurs comme en 1.12. La 1.12. Bref, je pense qu'il est temps d'en parler et quels sont ces nouveaux blocs. Bien, en 1.13 ont été ajoutés une myriade de nouveaux blocs. 64 pour être exact. Et premièrement, attaquons-nous aux plantes et autres végétations sous-marines, avec en premier lieu les herbes aquatiques ou seagrass, qui se payent le luxe d'être superbement animées. Elles s'obtiennent uniquement avec des 6
cisaillent et se génèrent dans les océans, les marais et les rivières. Et ça, leurs grandes sœurs, les tall seagrass, le font aussi, c'est l'équivalent sous-marin des herbes hautes. Pour les obtenir, un coup de bonne mille sur une seagrass ordinaire suffira s'il y a de la place pour pousser. D'ailleurs, les faire grandir avec un seul bloc d'eau par-dessus donnera cet effet qui peut être très intéressant en termes de décoration. Toutefois, les couper à la cisaille ne vous donnera que 2 petites seagrass. Et en parlant de bonne mille, vous pouvez à présent utiliser celle-ci sous l'eau afin d'avoir des seagrass. Sachant que ces herbes peuvent pousser sur des blocs transparents, on aura droit à une bonne liberté à ce niveau-là. Passons à présent au bloc suivant, le kelp, ou varech en français. Alors, pas d'inquiétude, même si dans la réalité le varech c'est relativement laid, dans Minecraft ça ressemble à ça, et c'est plutôt joli. Le kelp, appelons-le dans la langue du jeu, c'est plus simple, est une plante verticale qui suit le même type de croissance que les cannes à sucre par exemple. La plante aquatique possède 2 parties, la tige et le sommet, toutes deux sont animées. Ce qui va nous intéresser pour étudier la plante, c'est son sommet. Une fois celui-ci placé ou généré naturellement, il obtiendra un âge aléatoire entre 0 et 21, ce nombre augmentera de façon aléatoire aussi à l'aide du random tick. Enfin, comme pour n'importe quelle plante finalement. Exactement, et une fois que cet âge atteindra 25, le sommet se transformera en tige et fera apparaître un nouveau sommet au-dessus de lui. Et cette opération se répétera jusqu'à ce que la plante atteigne la surface. Elle va pousser normalement quoi. Ouais, voilà. Mais ce n'est pas tout. Il est de fait possible de casser le kelp et, à l'instar de la canne à sucre, casser de cette manière toutes les tiges jusqu'au sommet en un seul coup. Chaque bloc cassé donnera de cette manière un item de kelp et l'item peut permettre de remplacer la fameuse plante, mais peut aussi être cuit. Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans le Joyeux Varech, la meilleure restauration de toute l'île. Aujourd'hui je vous présente la recette d'un plat typique, l'algue séchée. Ce n'est pas bien compliqué, vous placez votre algue encore toute fraîche dans votre fourneau et vous en ressortez du kelp séché. Ah là là, si c'est pas magnifique ça, allez, vous m'en direz des nouvelles. Bref, ce qu'elle peut sécher vous donnera 0,35 points d'expérience une fois sorti du four, un demi-gigot de nourriture et 0,3 gigot de saturation une fois mangé. Oui, c'est précis. Il se mange très vite d'ailleurs, mais bon, pour un demi-gigot, ça vaut probablement pas le coup. Or, ce n'est pas la seule utilité de cet aliment, oh non, car il sert aussi de bloc. Si vous le combinez 9 fois dans une table de craft, vous obtiendrez de fait un bloc de kelp, et ce bloc ressemble à ceci. Mais pas fou. Le principal souci, c'est que la corde n'est pas centrée, étant donné que la largeur de la texture est paire. Mais bon, peu importe, il y a quelques autres caractéristiques pour ce bloc. En réalité, il ressemble beaucoup au ballot de paille, car en fait, il fait le même bruit et brûle aussi bien. Cependant, le bloc de kelp a troqué sa capacité qu'avait le bloc de paille de retenir les dégâts de chute pour pouvoir cuire 20 objets dans un four. Ce qui, ma foi, pourrait aussi bien s'avérer très utile. Ensuite, vient un bloc fortement attendu, très joli avec plein de variantes. Bref, un bon bloc, le corail. Ce dernier vient en 5 différentes couleurs et formes avec, dans l'ordre de l'inventaire créatif, le tube coral, le brain coral, le bubble coral, le fire coral et le horn coral. Chacun de ces blocs a donc sa couleur propre, mais peut aussi être converti en gris. Le bloc de corail a effectivement besoin d'avoir au moins une face en contact avec de l'eau, pas la pluie, attention, pour pouvoir rester en vie. Sinon, eh bien, manifestement, il meurt. Et quand il meurt, il devient gris, forcément. Tout à fait, de plus le corail mort l'est pour toujours, et il n'y a donc pas moyen de le faire revivre. Il faudra donc être relativement consciencieux si vous voulez l'utiliser en décoration. On peut néanmoins acquérir ces blocs de corail vivants à l'aide d'une pioche Silk Touch. Sans cela, vous n'obtiendrez que du corail mort. Dis donc, t'oublierais pas quelque chose? J'allais y venir, laisse-moi parler. Mais les fonds océaniques seront en effet couverts d'un troisième type de corail, les coral fans. Ce bloc est assez remarquable, je pense même qu'il est le seul à agir de cette manière. Il ressemble à une espèce de sorte d'herbe sous-marine, mais il se place uniquement sur la paroi des blocs. Et pour les obtenir, rien de plus simple, il suffit de leur donner un petit coup, hop, comme toutes les plantes dans Minecraft finalement. Et ce n'est toujours pas fini, il existe un quatrième et dernier type de corail, similaire au coral fan, qui s'appelle simplement le corail. Ouais. Celui-ci adopte une texture similaire au dead bush et, comme les coral fans, peut s'acquérir en tapant dessus. Je pense qu'on a fait le tour, c'est bon. Dans ce cas, passons à la suite. Voici donc maintenant quelque chose de tout à fait curieux, le cornichon de mer. À ne pas confondre avec le concombre de mer, comme un certain Cyranix, quel pseudo idiot, a pu le faire dans cette vidéo. Bref, ce cornichon est une nouvelle petite plante possédant un bon nombre de caractéristiques fortement captivantes. Il fait de la lumière. Chut, on va y venir. Bien. Lorsque vous le placez sous l'eau, un petit filament blanc est visible à son sommet. Or, à la surface, ce fil n'est pas présent. C'est donc uniquement sous l'eau qu'il trouve son intérêt pour en effet produire de la lumière, mais on va y revenir. Waouh!
Mais tout aussi captivant, c'est sa capacité à être plusieurs fois sur le même bloc. Vous pouvez de fait, si cela vous amuse, en accumuler jusqu'à 4. Plus intriguant encore, plus il y a de cornichons sur un même bloc, plus ceux-ci émettront de la lumière, partant donc du niveau 3 pour aller jusqu'au niveau 15, par palier de 3 niveaux de lumière. Compliqué? Voici un schéma. Bien, contrairement à ce qu'on pourrait croire, cette fonctionnalité est extrêmement pratique, car désormais la lumière se propagera de la même manière sous l'eau que sur Terre. Regardez, sous l'eau, pour chaque bloc parcouru, le niveau de lumière se réduisait de 3, maintenant ce sera de 1. Pour acquérir une plus grande quantité de ces petites plantes, un coup de bonne mille suffira. Néanmoins, il faut impérativement que votre cornichon cible soit posé sur un bloc de corail sous l'eau, comme ceci. En bonus, une fois cuite, la fameuse Canopodiacée, calmez-vous c'est juste un synonyme, vous donnera du colorant vert clair, et oui. C'est donc à peu près tout ce qu'on peut avoir sur cette nouveauté. Voyons voir, qu'avons-nous ensuite. Ah oui, faut que je vous montre un truc. Je savais bien qu'il pouvait pas se tenir tranquille. Non mais, tu vas voir, c'est assez chouette. On a pu le dire tout à l'heure, la 1.13 enlève la très handicapante limite de bloc. Ainsi, Mojang s'est fait plaisir et nous retrouvons un truc très cool, des dalles et des escaliers de plein de types de blocs. Alors, qu'on soit bien clair, pas de mouron à se faire, Dinnerbone a précisé que la plupart des nouvelles dalles et escaliers seraient en 1.14. Mais cela n'empêche pas que les devs nous ont fait plaisir avec ceux de Prismarine, Prismarine Brick et Dark Prismarine. C'est bon, j'ai fini. Allons bon. Finalement, en ce qui concerne les nouveaux blocs aquatiques, j'aurais bien aimé vous parler du conduit. Or, celui-ci demande diverses connaissances sur la 1.13 et c'est pourquoi je vous en parlerai en fin de vidéo, c'est-à-dire à ce timecode pour les intéressés. Mais je peux d'ores et déjà vous dire que c'est l'une des meilleures nouveautés de la version. Bien. Parlons maintenant de la Snapshot 17W47. C'est l'une des plus grosses puisqu'elle a rajouté près de 33 nouveaux blocs. Pour les néophytes, une Snapshot est une version d'essai de Minecraft. En période de développement d'une nouvelle version, Mojang en sort une par semaine, voire plus. Bon. Je disais, la 17W47 rajoute près de 33 nouveaux blocs, et même si je compte ici les variations, ça reste tout de même très intéressant. On commence avec les trapdoors de tous les types de bois. Il n'y a évidemment pas de différence avec celles de base, mais elles restent évidemment utiles en décoration. Les trapdoors de spruce permettent par exemple de faire de jolis tonneaux, et celles de dark oak ça fait du chocolat. Malgré tout, Mojang ne s'est pas arrêté là, les devs avaient aussi ajouté les plaques de pression et les boutons de tout type de bois. Encore une fois, aucune différence avec les originaux, néanmoins cela reste intéressant en termes de décoration, sachant que dorénavant les boutons peuvent être placés dans tous les sens. Oh là là, qu'est-ce que c'est fatigant tout ça. Mais bon, je pense qu'on y arrive enfin. Ouais, ça devrait être ici, la recette de la glace ultime. La glace bleue, elle est à moi, enfin. C'est toujours intéressant de mettre des éléments scénaristiques pour rendre une vidéo plus captivante, n'est-ce pas? En tout cas, moi j'aime bien. Mais bon, cessons de tergiverser et parlons du dernier bloc que nous allons vous présenter. Allez, quand tu veux. Merci. Bien, la glace bleue, ou Blue Ice en anglais, ne mérite probablement pas une telle mise en scène, mais reste tout de même très intrigante. Car nous avions déjà la glace normale et la glace compactée, alors une troisième qui vient faire coucou, ça commence à faire beaucoup. Mais ne vous détrompez pas, elle possède des caractéristiques relativement fabuleuses, car même si elle a été nerfée durant le développement, elle glisse bien plus que ses deux autres variantes. Si on observe bien, une glisse de 6 blocs sur de la glace ordinaire, ou compactée en 1.12, deviendra une glisse de 8 blocs en 1.13. Et cela s'applique aussi aux joueurs et aux entités, donc j'imagine que tout le monde va s'empresser de modifier ses chemins du Nether. En plus de cela, cette glace a une assez bonne résistance aux explosions, et ce n'est pas étonnant étant donné que celle-ci est craftée à partir de 9 packs d'ice, et donc, dans la même logique, on peut la miner qu'avec Silk Touch. Mais ne vous alarmez pas, il existe un moyen de ne pas gâcher vos biomes Ice Spike pour avoir de la Blue Ice, car en dehors d'un nouveau biome dont on parlera un peu plus tard dans la vidéo, il se trouve que dorénavant, la Pactite sera craftable à l'aide de 9 glaces ordinaires. Certes, ça reste cher pour de la Blue Ice, mais ça rend cette ressource renouvelable, ce qui n'est pas rien. Et pour finir sur elle, on peut ajouter que, sur la version Bedrock du jeu, elle émet un petit peu de lumière, à voir si cela viendra sur la version Java. Et chose impressionnante, nous avons enfin fini le premier sous-chapitre du premier chapitre de la vidéo, et le script fait déjà 10 pages. Allez, ça mérite bien un petit feu d'artifice.
Bien, passons aux modifications des blocs, et Dieu sait qu'avec toutes ces nouveautés autour des ID, il y en a eu des modifications. Allons donc droit au but et commençons par l'air. Si, l'air, c'est techniquement bel et bien un bloc, et sachez que désormais, en 1.13, ce bloc a des variantes. Tout à fait, il existe maintenant 3 airs différents, il y a l'air normal évidemment, mais aussi l'air des grottes, le cave air, qui se génère, vous l'avez deviné, dans les grottes, oui, bravo. Et finalement, il y a le void air, ou l'air du vide, qui lui est placé en dessous de la couche 0, au-dessus de la couche 255 et dans les chunks déchargés. En gros, c'est juste l'endroit où il y a vraiment rien. Belle explication. Merci. Et du coup, à quoi ça sert? Bah, pour l'instant, je pense que c'est plus un outil de développement qu'autre chose. On verra peut-être une application du cave air un peu plus tard dans la vidéo. Très bien, merci. À mon tour maintenant. Les citrouilles se génèrent maintenant, que ce soit naturellement ou par des plantations, sans visage sur elles. Pour leur redonner la belle bouille pré 1.13, un simple clic droit avec des cisailles sur le susnommé bloc suffira. Il a dit En outre, la citrouille crachera 4 graines une fois creusée. Tout ceci signifie que les citrouilles avec un visage ne donneront plus de graines une fois mises dans une table de craft, mais seront les seules à pouvoir être transformées en jack-o'-lanterne et en golem. De plus, la citrouille simple sera la seule pouvant faire une tarte à la citrouille, ce qui est vraiment une info très intéressante. Et cette nouvelle citrouille nous amène à un nouveau point. Ceci est maintenant possible. Et bon sang que c'est bien, cela sera extrêmement utile pour tout type de constructeur, que ce soit pour éclairer à la jack-o'-lanterne ou placer des centaines de portillons pour une ferme à 8 heures. Et je sais de quoi je parle. Bien, enchaînons sans plus attendre sur les Shulkerbox qui, désormais, accueillent une nouvelle camarade, la Shulkerbox mauve. Mais pas un mauve N comme la Shulkerbox non colorée, oh non, maintenant c'est un vrai mauve comme celui-ci. Et évidemment, cela implique que le nom de la Shulkerbox normale sera dorénavant Shulkerbox. En plus de ça, les développeurs ont ajouté le fabuleux moyen de déteindre les Shulkerbox à l'aide d'un chaudron. Dorénavant, et ça va plaire à bon nombre d'entre vous, il est possible de placer des coffres l'un à côté de l'autre sans que ce soit des coffres de différentes natures. En outre, si vous shift-cliquez avec les coffres, ils ne se liront pas automatiquement. Ainsi, les coffres en 1.13 seront bien plus simples et malléables. Également, des blocs ne possédant pas de texture sur leur dessous en ont maintenant une, comme les comparateurs, les torches ou les repeaters. Et d'ailleurs, toujours dans le même registre, un levier une fois activé donnera des petites particules de redstone. Et ce n'est toujours pas fini, avec le flattening, il y a eu pas mal de changements au niveau des blocs. Par exemple, dorénavant, les pierres contenant des silverfish se mineront à une même vitesse que des pierres normales, et ce, quel que soit l'outil utilisé. Donc enfin un petit peu plus de difficulté dans nos petites cavernes. De plus, les plantes grimpantes comme les vignes peuvent maintenant être bien mieux placées, on peut choisir sur quelle face on veut la poser et aussi en mettre plusieurs sur un même bloc. Ensuite, j'aimerais parler de l'inventaire créatif, qui contient désormais une pléthore de blocs oubliés qui n'étaient qu'obtenables via des commandes dont peu avaient la connaissance. Et on commencera par les blocs de wood. Ce sont des variantes des bûches n'ayant sur aucune face la texture de la coupe. Et même si le bloc existait depuis belle lurette sur le jeu, il est maintenant directement accessible depuis l'onglet Building Blocks, et même craftable à partir de 4 blocs de bûches en survie. Et si vous vous demandez pourquoi 4 bûches font 3 blocs de wood, eh bien un petit peu de maths nous fera pas de mal. Les 4 bûches comptabilisent de fait 4 x 4, donc 16 faces avec de l'écorce. Si l'on divise cela par 6, cela donne 2,666, et du coup les devs sont vraiment mauvais en maths et n'ont aucune logique. Allez, prenons une hache, on va se marrer. Si je fais un clic droit sur cette bûche, voici ce qui arrive. Voici un bloc de stripped log, ou bois écorché en français. D'ailleurs, ces bûches ont toutes les caractéristiques normales, elles peuvent être placées dans tous les sens et peuvent être aussi transformées en simple bois sans écorce. Enfin, c'est plutôt les blocs de wood qui peuvent être transformés en stripped wood, comme ceci. La seule chose qui change, c'est finalement sa texture. Dorénavant, les blocs et tiges de champignons, les path blocks, les farmland, les blocs de smooth stone, de smooth sandstone, de red sandstone et de smooth quartz sont maintenant tous disponibles dans l'inventaire créatif, ainsi que les petrified slabs, qui sont des dalles en bois qui ne prennent pas feu car elles adoptent des caractéristiques des dalles de pierre. C'est tout à fait curieux, mais pourquoi pas. Aussi, le feu d'artifice ordinaire est maintenant disponible dans l'onglet divers et certaines positions d'objets dans l'inventaire sont maintenant différentes, comme par exemple le bloc de purpure qui se trouve désormais après l'obsidienne. Petit changement, pas si inintéressant, les blocs de feuilles comme ceux-ci qui sont générés naturellement vont maintenant survivre à moins de 6 blocs de distance d'une bûche au lieu de 4. Avant de changer de chapitre, parlons hitbox. Pour pas mal de blocs, on a en effet affiné la boîte de collision. Enclume, hopper,
encore Vigne, Chaudron et plein d'autres que voici ont maintenant des hitbox suivant parfaitement la forme du bloc, ce qui, en plus d'être joli, permet de mieux placer certains blocs. L'application la plus évidente, c'est en redstone avec les hoppers. En 1.12, ce n'était pas possible de cliquer là en dessous. Les hoppers bloquaient la vue. Et ben voilà, c'est fait, on a fini avec les blocs, il est temps d'enchaîner sur le second chapitre. Ce chapitre sera court, mais très intéressant. Car la 1.13 étant tournée vers l'océan, on s'attend à de sacrées nouvelles mécaniques aquatiques. Et on a bien raison. Nous débuterons donc sur l'eau et les items. Effectivement, les objets et les arbres d'expérience flottent désormais à la surface de l'eau et remontent naturellement vers celle-ci s'ils sont immergés. Leur vitesse de remontée se place approximativement à environ 0,33 blocs secondes, à vue de pif en tout cas, et tout cela peut être accéléré avec une seconde mécanique, les colonnes de bulles. Ouvrez vos mirettes, c'est rigolo. Dans cette fantastique mise à jour, si on place un bloc de magma sous l'eau, cela crée un courant descendant, et si on place un bloc de soul sand, un courant ascendant. Le courant descendant attirera joueurs, entités et items par le fond, et si un bateau se place par-dessus, la barque tanguera quelques secondes pour à son tour rejoindre les abysses. Pour le courant ascendant, toutefois, les items, entités et joueurs remonteront plus vite que d'habitude, ce qui évidemment sera fortement utile pour des ascenseurs. Pour finir, il s'avère que tout ce qui sera remonté par ces colonnes sera ensuite éjecté en l'air. La transition ne s'invente pas, il se trouve qu'avec des colonnes vient une modification de la respiration du joueur. Il n'est maintenant plus possible de régénérer sa barre d'oxygène instantanément. Il faudra attendre quelques secondes que celle-ci se remplisse. Mais les colonnes de bulles auront l'avantage de fournir de l'air aux joueurs, ce qui, à défaut d'être réaliste, rend un peu plus palpitante l'exploration sous-marine. Même si c'était pas si facile avant non plus, hein, j'en ai fait les frais. Et on enchaînera sur une mécanique qui révolutionnera probablement le build aquatique. C'est une fonctionnalité qui fut demandée depuis bien longtemps, mais qui était très dure à ajouter. Je m'en souviens très clairement m'en être déjà plein lorsque j'ai commencé à jouer au jeu, c'est-à-dire en 2010, donc autant vous dire que ça fait bien trop longtemps qu'on attendait ça. Je ne pense pas devoir vous expliquer plus cette fonctionnalité, hein. Cette bâtisse sous-marine vous montre tout le potentiel qu'elle peut avoir. Tout ceci est possible grâce à l'ajout d'un tag, une nouveauté dont vous aurez plus de détails dans la partie technique. Celui-ci s'appelle Waterlogged et il permet à certains blocs d'être plaçables sous l'eau. Dans ces blocs on trouve les dalles et les escaliers bien sûr, mais aussi les coffres piégés ou non, les barrières, les murets de tout type, les vitres, les ender chests, les trappes, les échelles et les panneaux, plein de belles choses. Mais vous ne méprenez pas, chacun de ces blocs empêche toujours l'eau de passer et de telles machines sont toujours faisables. Pour qu'un de ces fameux blocs puisse être waterlogged, il faut soit le placer directement sur une source d'eau, soit le placer dessus à l'aide d'un seau, une source d'eau. Oh mais c'est encore plus subtil que ça mon cher ami. Effectivement, certains blocs, comme les escaliers ou les trappes, peuvent avoir des faces pleines comme celle-ci, et ces dernières bloqueront en bonne et due forme l'eau. Ce qui promet d'intéressantes nouvelles mécaniques. Et bon, on s'en doutait qu'aurait été une update aquatique sans une telle fonctionnalité, hein. Évidemment, bien sûr, on peut maintenant nager. C'est bien joli tout ça, mais je vais devoir t'arrêter. T'es en train de spoiler plein de trucs là, et j'avais fait en sorte qu'il n'y ait pas de problème de compréhension si on regarde la vidéo dans l'ordre. Donc bon, hein. Oh l'autre, ça va, hein. De toute façon, ça leur met l'eau à la bouche. Oula, ouais, ok. Continuons donc. En effet, on s'y attendait, on peut désormais nager. Et cela se fait avec une jolie animation et de superbes transitions. Mais ça a aussi un intérêt très pratique. Une fois en mode nage, le joueur n'est plus qu'un cube de 0,6 blocs d'arête, comme pour les Elytras. Ce qui nous permet donc de se faufiler dans d'étroits passages pour notre plus grand plaisir. Aussi, toujours dans l'eau, vous tomberez maintenant significativement plus lentement, à moins d'avoir appuyé sur Shift, ce qui vous fera alors descendre plus vite qu'à l'accoutumée. Bref, je pense qu'on en a enfin fini avec ces nouvelles mécaniques. Comme d'habitude, pour garder une certaine cohérence dans la vidéo, d'autres mécaniques seront expliquées plus tard, mais ça reste minime. Il est donc temps de passer aux biomes et structures.
Cette fois-ci c'est bon, on peut y aller? Oui, vas-y, ça leur donnera une bonne introduction au sujet. Yes. Cinq ans. Cela fait 5 ans que l'on parcourt un monde régi des mêmes règles, mêmes montagnes, mêmes plaines, mêmes océans. Et bon, fallait bien que ça bouge. Bon, qu'on soit clair, entre nous, la 1.13 ne cassera pas vos mondes, hein, ce n'est pas fait pour. Elle a beau avoir un système de génération tout neuf, les développeurs ont fait attention. Cependant, les océans auront peut-être quelques soucis, mais ça restera minime. On n'est pas sur le niveau de la 1.7, même si on s'en approche quand même. Avant de vous parler biome, on s'attardera sur les quelques nouveautés de génération. Premièrement, en 1.13, 50% des grottes sous un océan seront submergées par l'eau, et celles-ci contiendront ainsi des herbes marines. Petite théorie de ma part, je pense que c'est à cela que sert le Cave Air, mais cela reste une théorie. Deuxièmement, des ravins sous-marins vont désormais se générer, et il y en a pas mal. Ça nous donne ainsi un décor sous-marin bien plus riche et varié, mais il n'y a pas que ça. Ces nouvelles failles aquatiques génèrent des magma blocs en eux, ce qui forme de superbes colonnes de bulles. Bref, en 1.13, 10 nouveaux biomes océaniques ont été ajoutés, un seul ne sert à rien et en réalité on parlera plus de 5 nouveaux biomes, ayant chacun 2 variations. Mais nous avons des nouveaux biomes, et ça c'est le pied. Ceux-ci se classent selon leur température, avec dans l'ordre croissant le biome Frozen, le biome Cold, le biome normal, ouais, le biome Lukewarm et le biome Warm. À part pour le biome Warm, chacun d'entre eux se décline en 2 variantes, normal ou profond. Et les différences entre ces 2 variantes ne sont que de l'ordre du nombre de plantes qui s'y génèrent et bien évidemment de leur profondeur. En outre, chacun de ces biomes a une couleur d'eau et une visibilité différente. Les marais et les rivières ont eux aussi leur propre couleur. À basse profondeur, on peut encore voir assez clairement, mais lorsque la nuit tombe ou que vous enfoncez dans les abysses, tout se transforme en silhouette noire. Avec ça vient un changement au niveau des potions de water breathing et de l'enchantement respiration. En effet, ceux-ci sont dorénavant inutiles. En tout cas, en termes de visibilité, seul l'effet Night Vision vous permettra de voir clairement sous l'eau. On peut le voir ici et c'est assez cocasse, le sol des océans Warm et Lukewarm est fait de sable, ce qui est bien plus logique et surtout bien plus beau. Je ne vois pas en quoi c'est cocasse. Et j'aime le mot cocasse. Très bien, ça me va. Bref, il est vrai que chacun des biomes, et des structures que l'on verra après, possède des particularités de génération. Bien sûr, on y trouve les plantes, comme les seagrass et les kelp, mais il se trouve aussi que ces plantes suivent différents taux de génération en fonction du biome. En gros, il n'y a pas de kelp dans les biomes Warm. Ouais, voilà. Venons-en donc aux caractéristiques de chaque biome, et on débutera avec le biome Frozen, qu'on appellera plutôt le biome Iceberg. J'ai bien galéré à venir jusqu'ici, mais au moins on pourra bien illustrer nos propos. Ce bijou de génération est l'œuvre de la développeuse Lady Agnès. On y retrouve comme intérêt principal la Blue Ice qui s'y génère dans des petits icebergs ou bouts d'iceberg généralement cachés sous la surface. Je tiens à le dire, c'est vraiment pas mince à faire de monter jusqu'ici. Les côtes sont très escarpées, ce qui change de la génération normale de Minecraft, mais normalement je devrais pouvoir trouver... Ah, la voilà, allons-y. Ouais, pas facile à miner, pas facile à trouver, mais heureusement on peut la crafter. Le biome est constitué de différents icebergs de taille très variable et d'une couche de glace avec quelques trous à certains endroits. En profondeur, on trouve évidemment les longues pointes des icebergs et les plantes sous-marines, ce qui fait de ce lieu l'un des biomes les plus variés en termes de verticalité. Effectivement, il y a plus bas des grottes sous-marines, ensuite il y a la faune et la flore des abysses, puis la partie immergée des icebergs, ensuite la banquise, autant vous dire qu'il y a de quoi faire. Bon, on va pas se le cacher, les biomes cold, normal et lukewarm cassent pas 3 pattes à un canard, hein. Le cold et le normal
normales sont quasiment identiques et le lukewarm ne varie que par le sable qu'on y trouve. Les vraies différences viennent avec leur faune. Effectivement, on trouvera uniquement des saumons dans les biomes cold, ou encore uniquement des pufferfish dans les biomes lukewarm, mais la morue spawn elle dans les trois. Évidemment, on parlera des poissons plus en détail dans le 4e chapitre, hein. J'ai pas envie que l'autre m'accuse encore de vous spoiler l'update, alors qu'entre nous, tout le monde a regardé les snapshots, hein, donc rien de très neuf en fait. Je t'ai entendu, hein. Bref, il est temps d'en venir à l'un des plus beaux endroits explorables de l'update, un concentré de couleurs et de vie, le biome Warm. Entre corail et poissons tropicaux, il y a bel et bien de quoi y faire. L'endroit fourmi de faune et de flore variées et colorées, et ce n'est pas pour en déplaire à nos mirettes. Évidemment, si génère le corail, et ce en différentes tailles et formes, je les regrouperai ensuite en 3 catégories, les arbres, les spaghettis et les cages. Si on passe sur le fait que je suis relativement mauvais pour trouver le nom pour catégoriser des formations coralliennes, on peut remarquer que ces dernières sont parsemées de corail et coral fan de toutes les couleurs. Et c'est très intéressant car cela permet une variété de mélanges de couleurs non négligeable. Mais évidemment, ce n'est pas fini car viennent s'ajouter nos amis les cornichons de mer qui s'accrochent eux aussi sur le flanc des récifs. Le biome ne génère pas non plus de kelp, étant donné la basse profondeur et l'impact négatif probable que cette plante aurait sur la beauté du nouvellement ajouté paysage. Tu fais de ces phrases, oh là là, tu te compliques la tâche mon vieux. J'ai écrit ton script aussi, je te rappelle. Mais... Bref, je pense qu'on a fini notre point sur les biomes, cependant vous avez dû le voir en fond, 2 nouvelles structures, voire même plus, entrent en scène, les ruines et les épaves. Ces nouvelles structures créent réellement une ambiance riche dans les profondeurs marines. En se générant seules ou en village, les 24 nouvelles ruines viennent en 2 catégories, les chaudes et les froides, qui correspondent au biome dans lequel elles spawnent. Chacune de ces catégories viennent en 2 types, les grandes et les petites. Dans les ruines froides, on distingue 3 variantes de chaque ruine, une normale, une craquelée et une pleine de mousse. Mais en réalité, les 3 se rassemblent pour faire des mix aléatoires des 3 blocs de stone brick. On reviendra sur certaines spécificités des ruines dans le 4e chapitre, mais évidemment, par souci de complétude, les voici toutes. Si le scripteur daigne me laisser du temps de parole, j'aimerais vous faire part d'un autre point important de ces ruines, les coffres. Effectivement, chacune d'entre elles en contiennent un ou plus, et chacun de ces conteneurs peut avoir une loot table parmi ces 2-ci. Celle-ci pour les grandes ruines, et celle-là pour les petites. Ces loot tables nous donnent 16 items, et parmi ceux-ci, vous devez apercevoir 7 cartes. Et ce n'est pas n'importe laquelle, c'est une carte au trésor, qui indiquera ainsi l'emplacement du trésor le plus proche à l'aide d'une croix rouge. Donc normalement, si je me rends ici... 300 pas à l'est, encore 12 pas au nord, ça devrait être ici. Ouais, bah creusons. Ah, nous y voilà. Voyons voir ce que ces coffres contiennent. Oh, intéressant. Oui, regardons la loot table, ce sera plus pratique. Vous devez le voir, ces coffres sont assez garnis en précieuseté. Ils vaudront peut-être le coup d'être fouillés, mais le plus intéressant, c'est cet item qui a dû probablement vous titiller. Mais vous savez quoi, on en parlera plus tard. Oui. À nouveau, si vous voulez plus d'infos, rendez-vous à ce timecode. Bon bah tu l'as eu ton temps de parole, t'es content? Oui. Nickel. Bon, ensuite passons aux épaves. Ces dernières ont elles aussi un bon nombre de variantes. Celles-ci viennent en 3 catégories, les normales, les retournées et les sur le côté. Ah bah toi aussi t'as eu du mal avec les catégories. Chut, tes commentaires cassent le Oh rythme. l'autre. Bref, ensuite on décomposera le bateau en 2 parties différentes, le mât à coque et les décorations, et le pont, permettant ainsi la génération de couleurs de bois différentes sur chacune de ces 2 parties. Et ce n'est pas fini, et non, chacun des bateaux peut être séparé en 3 bouts. Il y a le mât bien sûr, le pont et les décorations autour. Et chacune peut être normale, hein, comme ce bateau-ci, mais peut aussi être dégradée ou simplement inexistante. Et c'est pourquoi les épaves sont l'une des structures les plus variées. On peut composer près de 500 différents bâtiments coulés, et si j'ai bien fait mes calculs. Et Dieu sait comme t'es mauvais en maths. Mais ces épaves ont bien plus que de la diversité à nous offrir. Elles contiennent 3 types de coffres, si le bateau est complet bien sûr. Dans la cale, nous retrouverons le coffre des vivres, en dessous de la cabine, le coffre des cartes, et dans la cabine, un coffre au trésor. Ouh. Voici les loot tables respectives. On remarquera dans celle du coffre aux cartes la présence d'une carte au trésor. Ce sera l'autre moyen de l'obtenir avec les ruines, toutefois les autres coffres ne contiennent rien d'autre de très captivant. Mais il est vrai qu'avec la génération assez fréquente d'épaves, ça peut être très intéressant en début de partie. Ruine c'est bon, hein. Ah,
Oui, épave aussi, eh ben je pense qu'il nous reste plus que les buffets. Et oui, je vous arrête tout de suite, hein. Nous sommes bien dans le chapitre de la génération des mondes, rien de culinaire dans mes propos. De fait, une nouvelle façon de générer vos mondes a fait son apparition, les buffets. Pour l'instant, les buffets remplacent les Customized World. Ces derniers reviendront un jour, pas d'inquiétude. Les devs n'ont pas pu les réécrire pour la 1.13 à cause des grands changements de génération. Bref, une fois l'option sélectionnée, vous pouvez choisir entre 4 différents modes de génération. Mais là, vous me direz... Syrah, y a que 3 modes quand je clique, moi. Oui, certes, mais en bidouillant le fichier level.date de votre partie, vous pourrez accéder à un 4e mode fort sympathique. Bien, venons-en au fait, le principe du buffet est de générer, à l'infini, un biome de votre choix parmi cette liste. Et ce, via une génération de surfaces comme l'Overworld, de caves comme le Nether, et de Skylands comme Land, ou de Checkerboard, comme rien du tout, c'est le mode caché. Il n'y a pas grand chose de plus à vous dire sur cette génération, à vous de tester vos biomes favoris avec le mode de votre choix. Sachant qu'il y a quand même moyen de remplacer le liquide et le bloc par défaut qui sont l'eau et la stone en temps normaux, on peut arriver à de sacrées combinaisons. Pour le mode checkerboard, damier en français, c'est un poil plus complexe, hein, mais pour faire simple, vous pouvez choisir entre différents biomes qui se généreront en damier. Sur ce, continuons. Nous avons pratiquement terminé ce chapitre sur la génération, il nous reste que les changements. Un peu excessif, non, comme titre? C'est pas le truc le plus stylé de l'update non plus. Tu fais le montage? Techniquement oui, car c'est juste un personnage que tu as écrit et que tu interprètes, mais bon, dans la mise en scène, non. Alors ferme-la. Ah, mais c'est vu. Passons donc en revue ces différents changements. Tout d'abord, comme j'ai pu le préciser précédemment, les mondes customisés ne sont plus supportés. Et si vous en aviez un en 1.12 et que vous souhaitez maintenant passer en 1.13, bah vous pourrez pas en fait. À moins de passer par des bricoles autour du level.date à nouveau, mais vous aurez quand même une génération normale. Ensuite, il se trouve que les noms des biomes ont été changés. Voici la liste de tous les biomes avec leurs nouveaux noms. Dans un tout autre registre, maintenant, les sapins géants, lorsqu'arrivés à maturité, vont générer du puzzle autour d'eux. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Le sapin va générer du puzzle de façon relativement aléatoire dans une zone de 12 x 12 x 6 blocs autour des pouces. À part les coins, allez savoir. Néanmoins, s'il y a un bloc de dirt, de mycélium, de gazon ou de puzzle au-dessus, mais dans la zone comme ceci, eh bien le puzzle ne se générera pas. Et là, on fait face à une ambition de Mojang très intéressante. Effectivement, comme pour la Pactice, maintenant craftable, nous avons alors le puzzle qui rentre dans le club des ressources renouvelables. Maintenant, nul besoin de retourner toute la terre d'un méga taïga pour acquérir les précieux blocs. Reste à voir si, comme a pu le suggérer Nembon dans cette vidéo, que je vous conseille, les développeurs rendent le corail renouvelable, ce serait vraiment un bloc qui en aurait besoin. Faisons à présent un détour dans le Nether. C'est d'un ridicule. Hey. Oui, de fait, le Nether a quelques nouveautés en ce qui concerne la génération, avec surtout l'apparition de nouvelles grottes à basse profondeur. Celles-ci sont généralement remplies de lave jusqu'à la couche 10, et je pense sont le résultat d'un bug que les développeurs ont finalement gardé. À réfléchir. Quoi qu'il en soit, c'est une très chouette nouveauté qui apportera un poil plus de diversité dans cette pâle copie de l'enfer qu'est le Nether. Allez, sur ce, retour à la réalité. Je sais pas si ça intéressera quelqu'un, mais bon, le gars qui a écrit le script veut absolument que la présentation soit complète, donc voici un changement, toujours sur la génération, à propos des Witch Hut. Si j'arrive à rentrer, voilà. Ah, on m'attaque à l'aide. Voilà. Bon, maintenant, il y a un champignon dans ce pot. Avant, il n'y en avait pas. Un commentaire édifiant. Et c'est toi qui as écrit le script, hein, gros débile. Voyez le niveau de violence que les jeunes de nos jours développent avec les jeux vidéo, c'est consternant. Je ne te permets pas, dis donc, qu'est-ce que tu te prends? Bien, sans transition, nous passons aux entités. La 1.13 vient clairement raviver la faune de Minecraft comme jamais, avec en théorie plus de 3000 nouvelles créatures uniques à observer. En pratique, bon, juste 8. Oui, c'est un poil moins spectaculaire, mais ça reste beaucoup. À titre de comparaison, la 1.0 en avait rajouté que 6, et c'était la version qui en avait ajouté le plus avant la 1.13. Autant dire qu'on est servi. Commençons par les animaux, qui sont tous aquatiques. Et le premier sur la liste est le poisson, ou plutôt les poissons. De fait, pour chacun des poissons que vous pouvez trouver en pêchant, est maintenant associé une réelle entité se baladant dans les fonds marins. Le poisson normal a pour cela été renommé en code, c'est-à-dire en morue, et le clownfish en simple
Tropical Fish. Ainsi, en 1.13, vous aurez sûrement la chance de croiser 4 nouveaux habitants des eaux. La morue, donc, qui se trouvera dans les biomes aquatiques tempérés et se baladera en groupe de maximum 9 individus. Les saumons, eux, ne feront que trempette dans les biomes froids, ainsi que les rivières par groupe de maximum 6 individus. Les pufferfish préféreront les biomes chauds et aimeront d'ailleurs se cacher dans les coral fans, mais ne traîneront jamais vraiment en groupe. Ces poissons-ci ont 3 variantes. Sans joueurs, drowned ou mobs non aquatiques à proximité, ils auront cette mignonne et inoffensive apparence, mais si l'une des entités citées précédemment s'approche à moins de 5 blocs du poisson, celui-ci se mettra à gonfler. Une fois le poisson touché, il sera à son stade final et donnera du poison pour 7 secondes, et un petit peu de dégâts selon le niveau de difficulté du jeu. Les poissons tropicaux spawneront aux mêmes endroits que les pufferfish, c'est-à-dire dans les biomes chauds. Ils traînent en groupe de maximum 9 individus, comme les morues, et comptabilisent plus de 3000 vaillants. Alors, oui, c'est beaucoup, mais pas d'inquiétude, c'est normal. En fait, lorsqu'un poisson tropical spawn, il aura 90% de chance d'être l'une de ces 22 variantes. Car ce n'est pas si aléatoire que ça, il y a certains motifs, ceux-ci, relativement dominants. Les 10% restants, cependant, sont des poissons générés aléatoirement grâce aux 2 formats présents, petit et grand, aux 15 couleurs de base, aux 6 patterns qu'on ajoute par-dessus, et finalement aux 15 couleurs de chaque pattern. Ce qui, après quelques calculs relativement simples, donne un total de plus de 3000 possibilités. Ce qui n'est pas rien, je vous l'accorde. Tous ces poissons ont 2 ou 3 petits trucs en commun. Premièrement, ils ont tous un cœur et demi de vie, c'est-à-dire 3 points de vie. Ils seront donc assez fragiles. Deuxièmement, sachant qu'ils ne survivront pas hors de l'eau bien longtemps, ils ont quand même tendance à barboter dans la direction de la source d'eau la plus proche, comme c'est mignon. Les poissons ne sont pas comme la plupart des autres animaux. Ils auront effectivement plutôt tendance à disparaître une fois hors de votre champ de vision. Toutefois, il existe un moyen de les garder pour toujours. Si vous prenez un seau d'eau rempli, vous pourrez attraper les poissons dedans pour ensuite pouvoir les reposer dans un aquarium par exemple. Pas d'inquiétude, pour les poissons tropicaux, ceux-ci garderont leur motif. Donc si vous voulez tous les collectionner, c'est possible. De plus, sur la Bedrock Edition, les noms des poissons tropicaux sont visibles sur le seau, ce qui est plutôt rigolo. Sinon, vous vous en doutez, chacun des poissons une fois mort donnera de 0 à 1 item du poisson correspondant. Et pas une ligne pour moi. Non, ça nous fera des vacances. Et puis, tu illustres vachement bien ce que je dis, ça te rend utile. Un jour je me On vends. s'en doute, les développeurs ne se sont pas arrêtés aux poissons, il fallait plus. Du coup, voici les tortues. Et oui, vous allez voir que, comme la plupart de la 1.13, les tortues sont très complètes. Commençons par la base, les tortues ont 15 cœurs, c'est beaucoup, mais vu leur carapace, c'est logique. Elles spawnent sur les plages chaudes, comme celles des déserts ou des savanes, elles ne se déplaceront guère loin de leur point d'apparition, elles pourront apparaître en groupe de 5 individus, ou alors seules. À sa mort, elles laisseront de 0 à 2 herbes marines derrière elles, mais le plus intéressant arrive quand on les nourrit. Après avoir en effet donné de l'herbe marine à 2 tortues adultes, elles iront faire leurs affaires quelques instants pour ensuite pondre sur une surface de sable proche un groupe de 1 à 4 œufs. Le bloc d'œufs fonctionne à peu près comme les cornichons de mer. Il y a moyen d'en empiler plusieurs, jusqu'à 4 donc, sur le même bloc. Évidemment, les œufs finiront par éclore, il suffit d'attendre de nuit, et en passant d'abord par 2 étapes de craquelure, les œufs se briseront et nous dévoilerons ainsi de mignonnes petites tortues nouvelles-nées. Mais attention, les monstres tels que les zombies ou les pigmen ont une dent contre les tortues et vont, dès que possible, vouloir casser les œufs les plus proches en sautant dessus. Il faudra donc protéger vos œufs si vous ne voulez pas de soucis. Toutefois, évitez aussi de marcher dessus ou de laisser n'importe quel animal à proximité, car vous pouvez aussi casser par inadvertance, ou pas, les pauvres œufs sans défense. Mais vous pouvez les récupérer à l'aide d'une pioche Silk Touch au cas où. Aussi, il faut prendre en compte que les tortues en général, bébés ou pas, seront la cible des morts-vivants, mais aussi des loups et des ocelots non apprivoisés. Évitons donc de laisser nos reptiles préférés en leur compagnie. Bien. Venons-en aux bébés. Il y a en effet un objet très particulier que les bébés nous donnent lorsqu'ils grandissent, leur carapace ou chute. Celle-ci sert à différentes choses, à commencer par la confection d'un casque, ou plutôt d'une carapace complète, comme ceci. Ce casque vous offrira 10 secondes de water breathing lorsque vous irez faire trempette. Le casque se vaut, il est enchantable, il protège autant qu'un casque de fer et est le deuxième meilleur casque en termes de durabilité. Il se place juste après le diamant, donc il sera très utile en début d'aventure et étant donné que les bulles de respiration remontent lentement à présent, on pourra l'utiliser pour faire évoluer la vieille technique des torches, puisque le water breathing se remet à 10 secondes dès le contact avec l'air. Mais ce n'est pas tout, et non, la carapace peut être utilisée comme ingrédient pour une potion si vous la combinez avec une No Quart Potion. Cela vous donnera une potion du maître tortue qui au niveau 1 vous donnera soit pour 1 minute, soit pour 3, slowness 4 et résistance 3. Et au niveau 2 pour 2 minutes, slowness 6 et résistance 4. En d'autres termes, cette potion permet de devenir un tank. Vous ne pourrez pas bouger
léger et voire facilement, mais vous résisterez très bien, ce qui peut être utile dans certains cas. De plus, cela devient la seule potion à fournir de la résistance, ce qui n'est pas rien. Et pour en revenir aux tortues, puisque c'est quand même de là qu'on part à la base, il se trouve que celles-ci ont d'autres mécaniques. Comme par exemple leur capacité à se rappeler de leur lieu de naissance et s'y rendre pour pondre. Une fois reproduite, la tortue nagera effectivement des milliers de blocs s'il le faut pour pondre sur la plage où elle a grandi, donc faites gaffe à où vous faites naître vos futures tortues. Je n'ai pas de commentaire à ajouter, à part le fait qu'on a 30 pages de script déjà, et qu'on est le lundi 25 juin, à l'heure où j'ai écrit ces lignes, et j'ai ajouté, c'est fatigant d'écrire autant. Ouais. On est le 8 août, au moment où j'enregistre ce bout. Je peux vous dire que ouais, c'est fatigant. Ah, le dauphin. Autant dire qu'on l'attendait celui-là. Ça doit être, avec les oiseaux et les pandas, l'un des animaux les plus demandés. Mais attention, ce nouvellement ajouté mammifère marin n'est pas que cosmétique. L'animal a de fait une série de fonctionnalités et caractéristiques concoctées avec soin par l'équipe de développement. Le dauphin possède 5 cœurs et drop de 0 à 1 morue crue à sa mort, avec une chance d'avoir une morue en plus pour chaque niveau de looting. Ils ont tendance à nager en groupe dans tout type d'océan, excepté les gelés. N'oublions pas qu'en tant que bon cétacé, le dauphin a besoin de respirer à la surface de temps en temps. Ainsi, comme le joueur, vous ne pourrez pas laisser un de ces mammifères marins plus d'environ 4 minutes sans air. Et de la même manière, un dauphin à la surface ne tiendra pas plus de 2 minutes, mais il tentera de rejoindre le point d'eau le plus proche. Évidemment, ce n'est pas tout. Par exemple, comme vous avez pu le voir, le dauphin saute hors de l'eau de temps en temps, et en réalité, il est même capable de sauter d'un point d'eau à un autre, ce qui en fait une des IA les plus complexes du jeu. Surtout que ces cétacés auront aussi une tendance à se jeter sur les items à proximité pour les éjecter, ou pour jouer avec en les tenant un peu en bouche. Mais ce n'est pas tout. Et non, je me répète un peu. Ils auront aussi la fâcheuse envie de suivre les bateaux et les joueurs en nage. Et d'ailleurs, s'ils se mettent à nager à vos côtés, ils vous donneront l'effet Dolphin's Grace, la grâce du dauphin, qui augmentera significativement votre vitesse de nage. Combiné avec l'enchantement Depth Strider, vous pouvez atteindre des vitesses relativement faramineuses. L'effet s'obtient en nageant dans une sphère de 9 blocs de rayon autour du dauphin, et l'effet continuera à vous coller pour encore 5 secondes une fois sorti d'une zone de 14 blocs de rayon. Mais le dauphin a encore à nous offrir, ça nous changera des ours polaires. Blague à part, il est vrai que notre petit cétacé peut être nourri à l'aide de tout type de poissons crus, même les pufferfish, mais attention, cela ne les reproduit pas. Il n'y a d'ailleurs pas encore moyen de les reproduire à vrai dire. Cela aura pour effet de remplir leur jauge de confiance, les poussant ainsi à jouer davantage avec le joueur, mais aussi à vous mener aux structures aquatiques les plus proches, que ce soit une ruine ou une épave. Ah, oui, il faut pas oublier ça, le dauphin est un mob neutre, alors évitez de vous friter avec si vous ne voulez pas de représailles, car une fois mis en rogne, ce seront tous les dauphins aux alentours qui commenceront à vous attaquer. Dernière petite chose à leur propos, les petits mammifères vont éviter tout contact avec les Guardians et les Elder Guardians. Malheureusement, on ne peut pas les rider comme normalement prévu. Peut-être en 1.13.1, qui sait. Mais bon, vu que les snapshots sont déjà sortis pour cette version-là, au moment où je vous parle, ça m'étonnerait. Bref, changeons de sujet. Et on va parler des drowned, ou noyés en français. Qu'est-ce que... Chut, laisse-moi faire. Mais... Bien les poissons, les dauphins c'est bien mignon, mais bon, les océans dans Minecraft ça manque un peu de peps. Ça se dit encore ça? Peps. Tu juges, arrête de juger, ça fait rien avancer. Ouais, je dis ça, je dis... Bref, les mers dans Minecraft, c'est trop facile. Alors, rien de tel qu'un nouveau monstre pour hanter les fonds marins. Et ce monstre, c'est une nouvelle variation du zombie, le noyé. Celui-ci s'obtient si vous laissez, comme ceci, un zombie pourrir trop longtemps dans l'eau. En effet, après 30 secondes passées exclusivement sous l'eau, le mort-vivant se noiera. De plus, si un husk est laissé 30 secondes dans l'eau, il se transformera en zombie qui, évidemment, pourra lui-même être métamorphosé en noyé après 30 secondes additionnelles. Ce qui, je l'espère, rendra possible beaucoup de choses dans le futur. Mais cela implique que, dorénavant, les monstres morts-vivants vont couler. Ce qui, évidemment, est logique, mais il est possible que ça casse certaines fermes. Mais pas d'inquiétude, certains génies ont déjà trouvé des alternatives, donc bon, ça devrait bien se passer. Revenons sur le noyé, voulez-vous? Celui-ci spawn à un niveau de lumière égal ou inférieur à 7, dans les océans, les marais ou les rivières. Mais, il apparaîtra aussi dans les ruines avec ses répartitions. Ruines qui, je vous le rappelle, sont toutes répertoriées à ce timecode. Il marche sur le sol marin le jour pour éviter de brûler à la surface et est peu hostile tant que vous ne l'approchez pas trop. Mais il nagera à la vitesse du joueur la nuit venue pour vous traquer. Ce qui est très intéressant car cela veut dire que traverser la mer le jour en bateau ça va, mais la nuit ça devient un petit peu plus ardu, un peu comme sur la terre ferme.
En bonus, je tiendrai à ajouter qu'ils sont immunisés au rayon des Guardians. Est-ce utile à savoir? Je ne pense pas, mais ça reste rigolo. Le noyé a 20 points de vie, 10 cœurs donc, comme le zombie, mais il ne droppera pas les mêmes objets que son homologue terrestre. De fait, à sa mort, il donnera 0 à 2 Rotten Flesh, et rarement un lingot d'or si on a de la chance, ce qui n'est pas vraiment mon cas là. Cependant, ils pourront, s'ils l'ont en main, dropper une coquille de Nautilus Shell. Je vais essayer de vous en trouver une, j'arrive. Là, en voilà un. On reviendra sur l'utilité de cet objet un peu plus tard dans la vidéo, mais vous verrez que c'est très intéressant. Aussi, il est possible que le noyé donne une canne à pêche de temps en temps. Ici, en voici un. Mais le plus intéressant, c'est évidemment le trident. Il drop en effet cette nouvelle arme que je vais de ce pas vous... Non, je vais de ce pas vous expliquer de quoi il s'agit, hein. Rendors-toi, tu as suffisamment parlé pour aujourd'hui. Mais... il y en a marre. Le trident, donc, est une toute nouvelle arme. Et Dieu que ça fait du bien d'avoir une nouvelle arme. Car à vrai dire, en dehors des outils, on n'a jamais vraiment eu de nouvelle arme. Le trident est une arme au corps à corps et à distance. Au corps à corps, chaque coup enlèvera 4 cœurs et demi à un éventuel adversaire sans armure, ce qui n'est pas rien. Alors qu'au lancer, il enlèvera 4 cœurs. Alors, tout ça, c'est bien beau, hein, un beau modèle, une belle texture, mais le meilleur, ça reste les enchantements. Effectivement, en plus des enchantements classiques Unbreaking et Mending, le trident s'offre 4 enchantements exclusifs très intéressants qui s'obtiendront via la table d'enchantement. Premièrement, nous avons Impaling qui va de 1 à 5, qui est l'équivalent de Bane of Arthropod ou Smite, mais pour les entités aquatiques. C'est-à-dire que chaque niveau d'Impaling rajoutera 2 cœurs ennemis de dégâts additionnels pour toute créature aquatique touchée. Ensuite vient Loyalty. Allant jusqu'au niveau 3, cet enchantement permet au trident de revenir au joueur une fois lancé plus ou moins vite selon le niveau. Le troisième enchantement est Riptide, venant lui aussi en 3 niveaux. Et c'est probablement le meilleur enchantement de l'arme, car il permet simplement d'éjecter le joueur lorsque le trident est lancé. Et ça, plus ou moins fort selon le niveau de l'enchantement encore une fois. Toutefois, cela ne marche que sous l'eau, mais heureusement, lorsqu'il pleut, vous pourrez tout de même vous envoler. Et c'est encore plus efficace avec des Elytras. Évidemment, l'enchantement n'est pas compatible avec Loyalty, ça n'aurait pas de sens. Et finalement, nous avons l'enchantement Channeling, qui lui aussi est très rigolo, car il vous permet tout simplement d'invoquer la foudre sur sa cible s'il y a un orage. Avec cet enchantement, qui n'est d'ailleurs pas compatible avec Riptide, et heureusement, les possibilités sont énormes. Il y a enfin un moyen efficace d'obtenir des creepers chargés, les têtes de monstres seront enfin bien plus faciles à acquérir, ce qui est une excellente nouvelle pour tous les décorateurs aimant exposer des têtes. Il y a un petit easter egg avec ce dernier enchantement. De fait, si vous tuez une tortue avec, celle-ci droppera de temps en temps un bol. Allez savoir pourquoi. J'imagine qu'une carapace de tortue brûlée pourrait de fait servir de récipient. Quoi qu'il en soit, ces 4 enchantements sont vraiment très intéressants et rendront possible beaucoup de choses, que ce soit en termes d'amusement ou de farm. Et donc pour en revenir au noyau, parce que c'est quand même de ça qu'on parlait à la base, il s'avère que nos zombies aquatiques ont 15% de chance d'avoir un trident et ils vous attaqueront avec, une fois toutes les secondes et demie, et je peux confirmer qu'ils savent s'en servir. Ce n'est pas mince affaire de les battre, mais après de nombreux efforts, il est possible d'obtenir leur trident avec 8,5% de chance de l'avoir sur un noyé portant l'arme. C'est peu, mais ce n'est pas rien et ça reste une excellente arme. On s'attend ainsi à avoir quelques fermes pour avoir l'arme, hâte de voir ça. Et avant de passer aux changements faits aux entités, on va faire un dernier détour sur le Phantom, une nouvelle créature non aquatique. Lors de la première Minecon Earth, en 2017, un vote s'est déroulé pour départager les 4 créatures que voici. Et de ces 4, c'est le mob B qui est sorti vainqueur et qui fut l'heureux élu qui sera ajouté à la 1.13. Mais vous devez le voir, entre l'illustration de la Minecon et le monstre actuel, il y a eu beaucoup de changements. Le monstre est en effet passé par pas mal d'étapes avant de devenir ce qu'il est aujourd'hui. Mais cela ne l'a pas empêché d'avoir, encore une fois, des mécaniques très captivantes. C'est un monstre volant, mort-vivant, il a 10 cœurs comme nous. Néanmoins, ce n'est pas un monstre classique. Il spawn la nuit, certes, mais pas dans les mêmes conditions que les zombies, araignées ou encore les squelettes. De fait, les fantômes apparaissent quand vous ne dormez pas suffisamment. Si vous n'avez pas touché votre plumard depuis 3 jours ou plus, ces vilaines bestioles commenceront à apparaître haut dans le ciel. Pour la façon dont ils apparaissent, je vous propose une petite séance de maths. Premièrement, pour qu'un fantôme ou un groupe de fantômes spawn, il faut que le joueur soit au-dessus du niveau de la mer et qu'il n'y ait pas de bloc empêchant la diffusion de la lumière au-dessus de sa tête. Par exemple du verre, ça va, mais des feuilles, pas. Ensuite, s'il fait nuit ou que l'orage bat son plein, un groupe de 1 à 4 fantômes pourra alors apparaître 20 à 34 blocs au-dessus et 9 blocs sur le côté
du joueur. Et le jeu répétera cette action toutes les 60 à 70 secondes. Cependant, chaque fois que le jeu essaye de faire spawner ses horreurs volantes, il n'y arrivera pas forcément tout le temps. En effet, les chances de réussite sont calculables grâce à cette formule, où X est le nombre de jours d'insomnie du joueur, ce qui signifie, ok j'arrête ça, j'ai compris, que lors du 4e jour, le processus a une chance sur 4 de réussir, le 5e 2 chances sur 5, le 6e 3 chances sur 6, etc. etc. Le jour, les fantômes brûleront, ce sont des morts vivants. Et donc, comme tous les morts vivants, ils sont sensibles à l'enchantement smite et aux potions de soins, se feront soigner par des potions de dégâts et les Wither les ignorera. En ce qui concerne l'attaque, tels des charognards, ils feront de grands cercles autour de votre tête pour finalement vous foncer dessus et vous attaquer. Et ils font mal, pour un joueur sans armure, voici leurs dégâts en fonction de la difficulté. C'est pas rien, on est d'accord. Mais surtout, ce n'est pas... C'est la 13e fois que j'allais dire mais ce n'est pas tout, et non, ça devient un petit peu redondant, une idée. Mais il y a plus, et oui. Mais c'est nul. Les fantômes drop effectivement à leur mort 0 à 1 membrane de fantôme. Celle-ci remplace à présent le cuir pour la réparation des élytras, ce qui devient un peu plus intéressant en termes de gameplay. Mais en plus de ça, ces membranes permettent de créer une potion. Et oui, encore une. Et cette fois-ci c'est la potion de slow falling, c'est-à-dire de chute lente, en gros. Bref, comme son nom l'indique, la potion, une fois bu, vous fera tomber bien plus lentement comme si vous planiez. Et vous permettra de ne plus prendre de dégâts de chute, ce qui, à nouveau, est assez intéressant. Oui, on peut facilement imaginer agrandir considérablement les distances parcourues en élytra à l'aide de cette potion, et ce afin de gaspiller moins de feux d'artifice par exemple. Mais il y aura sûrement plein d'autres applications pour cette nouvelle substance. Mais il y a plus, et oui. Irrécupérable. Les fantômes possèdent le tag size, comme les Wither par exemple, ce qui nous permet d'obtenir des fantômes de taille assez immense. Voici la commande, et amusez-vous bien. Passons maintenant au 2e sous-chapitre sur les modifications faites au bestiaire du jeu déjà existant. Et on débute par le cheval qui a, en tout cas dans l'apparence, été fortement nerfé. De fait, la bestiole passe de ce modèle à celui-ci, et perd la possibilité d'ouvrir sa bouche. Ouais. Ce changement s'explique par l'envie des devs de ne plus avoir le modèle de Mo-Créature, le mode d'où ils avaient emprunté le cheval. Et ça, d'une part par cohésion générale de l'univers Minecraft, l'ancien modèle était de fait jugé trop complexe par rapport aux autres animaux, mais d'autre part pour une envie d'indépendance face aux développeurs de Mo-Créature. Bref, même si l'application en reste maladroite, les raisons ne sont pas si bêtes. Et puis, face au reste de la 1.13, on va pas trop se plaindre. Hein. Et également, l'armure de fer des chevaux a changé sa texture, mais ça, bon, je pense que tout le monde s'en fout. Ensuite, ah bah oui, restons dans le domaine équestre, avec le cheval squelette dorénavant chevauchable, même sous l'eau. Alors la mobilité en est vachement réduite et vous devrez tout de même vous oxygéner, mais il n'empêche que c'est tout de même possible, et surtout assez rigolo. Continuons sous l'eau avec les poulpes qui, à l'instar des poulpes de la version Bedrock, vont maintenant jeter de l'encre lorsque tapés. Et une nouvelle qui ravira encore une fois les joueurs survie, les bébés zombies brûleront enfin sous le soleil en 1.13. Et pour ce qui est des entités non vivantes, on notera la possibilité de plaquer les items frames au sol et au plafond. Si cela ne leur permet pas d'être analysés par un comparateur, on saisit bien les nombreux avantages en termes décoratifs de cette nouveauté, comme avec ces cartes par exemple. Et j'ai fini. Bien. Passons aux items. Durant la vidéo, que ce soit par les blocs ou les entités, on a déjà vu une pléthore de nouveaux items que voici un petit peu partout ici. Ainsi je crains que ce chapitre va se faire court. Il n'ose pas vous dire qu'il n'y a qu'un seul item à présenter. Et cet item est pas si mal, et croyez-le ou non, il va être très utile, mesdames et messieurs les mapmakers. Le voici, le debug stick. Cet objet, uniquement obtenable via commande, deviendra probablement un outil très utile pour tout bon builder qui se respecte. De fait, celui-ci permet de modifier les différents états d'un bloc, comme son orientation par exemple. Le fonctionnement est simple, un simple clic gauche permet de sélectionner la variable du bloc que vous souhaitez varier, et le clic droit permet de varier l'état choisi. Pas très varié ton vocabulaire. Si on fait abstraction des railleries de mon camarade ici présent, le debug stick se révèle très utile pour pas mal de domaines du jeu. Les redstoners pourront maintenant facilement modifier l'orientation d'un piston, les builders vont pouvoir avoir accès à une multitude de nouveaux blocs, ainsi que les mapmakers. Bref, un très chouette objet. Ceci étant dit, passons aux modifications faites aux items. Ah oui, ici aussi il n'y a qu'un seul truc dont on doit parler.
Vas-y. Bien, dorénavant nous aurons la possibilité de crafter les dispensers et les carottes bâtons, ou peu importe comment on appelle ça, avec des arcs et des cannes à pêche déjà abîmés. Ce n'était pas le cas avant et c'est vrai que, même si c'est un tout petit changement, ça peut s'avérer très utile. Et toujours dans le domaine halieutique, c'est-à-dire relatif à la pêche, j'ai du vocabulaire, pas vous. T'as surtout Google, andouille. Oui. Nous avons la canne à pêche qui a désormais un nouveau son lorsque rétractée. Et c'est ainsi qu'on clôturera cet intense chapitre sur les items et que nous enchaînerons sur le chapitre suivant de cette vidéo, les divers ajouts. Malgré le titre du chapitre peu attrayant, on va ici pouvoir explorer différents pans de la 1.13 qui intéresseront sans aucun doute beaucoup de gens. Que fais-tu ? Eh bien j'illustre parmi la première nouveauté dont on va parler ici, ce sont les marqueurs. Désormais si vous faites un clic droit avec une carte sur une bannière, hop, eh bien un marqueur avec la couleur correspondante s'affichera. De plus, si vous aviez renommé la bannière au préalable, eh bien il y a le nom qui va s'afficher. Pas mal hein ? Pas mal en effet. Sans transition, parlons des nouveaux advancements qu'offre la version. Premièrement, dans l'onglet Adventure se trouvent les advancements à Throwaway Choke, qui requiert simplement de jeter le trident sur une entité, et Very Frightening, qui demande, lui, de lancer un trident avec Channeling sur un villageois, ce qui, inévitablement, va métamorphoser le gaillard en sorcière. Ensuite, dans l'onglet Husbandry, on verra l'apparition des advancements Fishy Business, demandant de pêcher des poissons avec une canne à pêche, et de Tactical Fishing, requérant de pêcher un poisson sans canne à pêche, et donc avec un seau d'eau. Et du coup, les advancements sont maintenant bardés de couleurs dans leurs menus respectifs. Avec cette nouvelle version viennent aussi 3 nouveaux messages de mort. Le premier s'obtient en mourant d'une explosion de lit dans le Netherworld et ressemble à ceci. Ce message, The player was killed by intentional game design, ou en français le joueur a été tué par une fonctionnalité intentionnelle, fait référence à un bug report, un rapport fait par un joueur à propos d'un bug, sur Mojira, le site répertoriant les bugs de Minecraft. Ce bug raconte la triste histoire d'Edmund Wells qui, à 2 reprises, s'est fait exploser dans le Nether par son lit. Ça l'a beaucoup énervé et il a posté le bug report. Le développeur ayant trouvé ça drôle, ils ont décidé d'ajouter ce message de mort qui redirige, comme par hasard, sur le bug report. Le second message, que voici, le nom du joueur didn't want to live in the same world as le nom du tueur, s'obtient lorsque quelqu'un ou un animal de compagnie renommé se fait pousser dans le vide par une autre entité. Mais on peut aussi l'apercevoir en faisant un slash kill après s'être fait attaquer par une entité. Et pour le troisième message, c'est un trident qu'il vous faudra. Tuer un ennemi avec vous affichera de fait le nom de la victime was impaled by le nom du tueur. Le menu F3 a eu lui aussi une petite amélioration. Par exemple, il y a dorénavant moyen de voir le fluide que vous pointez, et ça indépendamment des blocs. De plus, la portée de cette identification a été boostée à 20 blocs maximum. De nouveaux raccourcis sont disponibles. Il y a F3+C qui enregistrera votre position actuelle et votre orientation de la tête dans le presse-papier. Si vous faites CTRL-V ou POM-V dans le chat, c'est bien une commande toute faite pour vous téléporter à cette position qui sera collée. Et il y a F3+I assez utile qui copiera les données de bloc ou de l'entité pointée dans votre presse-papier, ce qui est très pratique pour connaître par exemple certaines caractéristiques d'un mob ou simplement en mapmaking pour facilement copier un bloc ou une entité pour la dupliquer ou la modifier. Si vous n'êtes pas opérateur, vous aurez tout de même accès à un Shift plus F3 plus I qui vous permet de copier les informations disponibles côté client, c'est-à-dire les infos les plus visibles comme l'orientation du bloc par exemple. Parcourons maintenant nos options. Vous verrez ici quelques nouveautés. Tout d'abord, vous trouverez ici la possibilité de régler à l'aide d'un curseur la résolution de votre jeu en plein écran. Et ici en dessous, une nouvelle option Biome Blend est apparue. Simplement, elle permet de régler le niveau de tranchant que les transitions interbiomes auront. Si on se rend dans les options du chat, on remarque la présence d'un bouton pour activer ou désactiver les suggestions de commandes que vous pourrez avoir avec la touche Tab. Dans le fichier options.txt, une option cachée est aussi apparue, la sensibilité de la molette pour la barre d'inventaire. Et pour finir sur le sujet, il est maintenant possible, en chargeant un monde ou en appuyant sur le bouton Edit, de créer un backup de votre monde. Celui-ci sera stocké dans le dossier éponyme dans le .minecraft. Avec ça, l'option 3D anaglyph a tout à fait été enlevée. Oh, et dans un tout autre registre, quoique, voici de nouveaux splash, les petits textes jaunes qui est ici en haut à droite. Et étant donné que le hasard vient de m'en fournir un, jetons un œil au four qui, à l'instar de la table de craft, ont maintenant leur propre livre de recettes. Et avec ça vient la distinction entre les recettes de four et les recettes de table de craft dans les toasters par exemple. Les toasters c'est pas pour faire des pains grillés, enfin si, mais bon, ici dans Minecraft, c'est les petits messages à caractère informatif qui apparaissent en haut à droite de l'écran quand vous débloquez des nouvelles recettes. Et bien dorénavant vous pourrez distinguer quel type de recette il s'agit à l'aide d'un petit icône de table de craft ou de four sur ce toaster. Bien, respirons.
Calmons cette effervescence qui est en nous et ouvrons bien grand nos esgourdes. Il est temps de parler musique. C418, le compositeur de la plupart de la bande-son de Minecraft, nous a ici délivré 2 nouveaux thèmes pour les voyages dans les abysses. Vous écoutez actuellement Soneji, mais vous trouverez aussi Dragonfish et Axolotl. De plus, pour vos explorations en grotte, il est maintenant possible de tomber sur ce son, sombrement intitulé cave19.ogg, mais aussi dans l'eau à nouveau sur différents sons d'ambiance que voici. Ça, c'est fait. Parlons à présent des divers changements. A nouveau, ce chapitre sera peu structuré. On est ici dans le royaume du fun fact et des nouveautés peu utiles. Mais, complet, c'est complet. Pas moins, pas plus. Ainsi, commençons. Vous pourrez désormais dormir dans un lit lorsqu'il y a des monstres à proximité en créatif. L'écran titre, vous avez dû le voir, a été modifié pour coller au thème de la mise à jour. On verra s'ils font ça pour toutes les mises à jour, mais ce serait vraiment une bonne idée parce que ça change et ça fait du bien. Les crédits, quant à eux, contiennent les nouvelles personnes travaillant sur Minecraft qui n'y étaient pas précédemment. Ce changement-ci est génial, les noms de certains objets ont changé de couleur pour mieux les séparer et les reconnaître. Le beacon, les objets enchantés, les cristals de laine, les pommes en or normal et les CD de musique voient leur nom viré au bleu clair. Les commandes et structures blocs, les œufs de dragon et la pomme de notch auront leur nom en rose. Toutes les têtes et crânes de mobs et celles du joueur, les elytras, le dragon breath, les livres enchantés, les bottle of enchanting, le cœur de la mer, les nether stars et le totem of undying voient tous leur nom virés en un beau jaune. Aussi, les valeurs d'attaque et de vitesse d'attaque des armes et des outils sont maintenant en vert foncé. Les particules sont maintenant rendues de différentes façons selon la distance entre vous et elles afin d'obtenir de meilleures performances. Et de la même manière, le rendu des nuages et du brouillard a été optimisé. De même pour le code censé retrouver le spawn du monde. Bref, bien des choses qui rendront le jeu un peu moins laggy. Lorsqu'on charge un monde, il y a maintenant le message Preparing Spawn Area qui apparaît enfin avec le retour du pourcentage. Mais bon, comme vous le voyez, c'est très rapide. Le nom des touches dans l'onglet d'options de contrôle décrivent désormais correctement les touches. Par exemple, l'ancien backslash est à présent simplement appelé par le caractère slash. Également, les polices du jeu ont eu une bonne mise à jour. Les caractères spéciaux de certaines langues, comme le russe par exemple, suivent mieux le style général de Minecraft. Il y a maintenant moyen, si cela vous amuse, de mettre le pack défaut au-dessus d'un pack de textures, ce qui franchement n'a pas beaucoup d'utilité. J'aimerais à présent vous faire part de quelques bugs corrigés en 1.13. Tout d'abord, et celui-ci fait bien plaisir, les ghost blocks feront maintenant partie de l'histoire ancienne. De fait, les développeurs ont enfin corrigé ce vieux bug qui rendait nos sessions de minage instantané bien moins fun que prévu. Moins importantes, mais tout de même intéressantes, sont les caps qui ont enfin été corrigés, plus de soucis de caps qui se retournent et qui font n'importe quoi en bateau ou en cheval. La position de la caméra est à présent bien plus continue. En gros, quand vous vous accroupissez ou que vous utilisez une paire d'elytras, la caméra suivra de façon douce la position de votre tête au lieu de se téléporter. La lave et l'eau ont toujours eu tendance à tomber de façon relativement erratique. Et bien, c'est dû au random tick. C'est ce qui fait pousser les plantes de manière plus aléatoire par exemple. Et bien, désormais, ce n'est plus le cas. En effet, la lave et l'eau tombent de façon régulière, ce qui est une très bonne nouvelle, surtout pour nos amis Redstoners. Et finalement, vous pourrez dire au revoir à ce son de Minecraft lorsque vous vous connectiez sur votre monde favori. Mais avec toutes les corrections viennent évidemment la fin de certaines mécaniques qui étaient pour certaines très utiles. Par exemple, la duplication de TNT via ce genre de machine n'est plus tout à fait possible et bon sang, c'était utile. Cela permettait tout un entier pan de possibilités dans le jeu. Les périmètres, grands trous servant à drastiquement augmenter l'efficacité des fermes étaient avec ce bug de duplication bien plus simple à faire. Mais hélas, ce n'est pas tout. Les œufs de dragon ne permettent plus de trouer la bedrock et les chorus flowers ne peuvent plus être instantanément forcés à pousser à l'aide de pistons. Ces bugs restent certes des bugs, mais avaient vraiment la carrure d'une fonctionnalité à part entière, et donc cela reste assez dommage. Mais ne vous faites pas de soucis, des bugs il y en aura toujours, et je suis sûr que là 1.13 a encore beaucoup de mécaniques du genre à nous dévoiler. C'est manifestement pas le meilleur nom de chapitre de la vidéo, mais il reste l'un des plus importants car il y a en 1.13 d'autres nouveautés et d'autres nouvelles fonctionnalités qui sont incroyables. Les data packs, version plus poussée du texture pack, permettant de modifier les recettes, les comportements des créatures ou simplement les structures et les loot tables, font partie de ces magnifiques nouveautés. Des tonnes de joueurs extrêmement talentueux ont déjà créé moult data packs réinventant le jeu, mais viennent aussi en 1.13 les tags, petite nouveauté permettant beaucoup pour les data packs. Ils permettent de regrouper des objets ensemble pour
pour des fois leur donner des caractéristiques comme le tag Waterlogged qui donne à des blocs comme les escaliers ou les dalles la possibilité d'être dans l'eau. Et bien, combiné avec les datapacks, cette caractéristique pourrait être appliquée à plein d'autres blocs, bien que je doute que ce soit utile. Mais il y a plus, le système de commande a aussi été complètement réécrit, il y a maintenant des couleurs et des messages d'erreur complets pour vous aider et à mieux les utiliser. Mapmaker, à nouveau, vous êtes servi. Si vous vous rappelez, dans les coffres au trésor, il y a toujours un Nautilus Core, et les noyés ont aussi une petite chance de tenir un Nautilus Shell. Il y a aussi moyen d'acquérir cette Nautilus Shell en pêchant. Eh bien, tout ceci n'est pas inutile. Cela permet de créer l'un des blocs les plus utiles du jeu. L'équivalent sous-marin du beacon, le conduit. Mis à part son nom curieux, ce bloc a un énorme potentiel. Si vous le placez, à première vue rien de spécial à part le fait qu'il se placera que dans l'eau. Cependant, ce conduit, comme le beacon, a besoin de blocs pour fonctionner, mais pas en pyramide. Non, voici la forme nécessaire que doit avoir un conduit pour être complet. Tous ces blocs-ci ne sont pas recherchés par le conduit, attention, et de la même manière, n'oubliez pas qu'au centre, ici, il faudra placer de l'eau pour que le tout soit fonctionnel. Toutefois, il ne faut qu'un minimum de 16 blocs pour activer le conduit, l'équivalent d'un cercle. Mais ici, pas de minerai impliqué, il vous faudra des blocs de prismarine, qu'ils soient des lampes, des briques, des sombres ou des ordinaires. Une fois les 16 blocs réunis, le conduit s'active, et c'est là que ça devient intéressant. Du conduit sortira en effet un effet Conduit Power, c'est son nom. Et celui-ci vous accorde une vision sous-marine complète, un petit peu de vitesse de minage en plus et une respiration complète sous l'eau. Autant dire que ce bloc sera probablement un incontournable pour construire sous l'eau. Avec les 16 blocs de base, le conduit a une portée de 32 blocs et tous les 7 blocs ajoutés à la structure, c'est 16 blocs de distance qu'on ajoute. Ainsi, à son maximum, le conduit peut avoir 42 blocs le composant et émettre son pouvoir sur 96 blocs de rayon. Mais attention, comme Riptide, l'effet n'est obtenu que si vous êtes en contact avec de l'eau, que ce soit par l'océan ou par la pluie. Également, lorsque vous ajoutez le 42e et final bloc de la structure, le conduit, sa puissance maximale atteinte, va ouvrir son œil, ce qui lui accordera un pouvoir supplémentaire. Il pourra attaquer des ennemis. De fait, dans une zone de 8 blocs de rayon, le conduit donnera, et ça toutes les 2 secondes, une piche nette de 4 points de dégâts, c'est-à-dire 2 cœurs à des monstres en contact avec de l'eau, que ce soit le fluide en tant que tel ou de la pluie. C'est donc un nouveau moyen, cumulable, qui plus est d'amocher n'importe quelle créature hostile. Il y aura, j'espère, de bonnes applications à tout cela. Je tiens à ajouter que le conduit émet un niveau maximal de lumière, comme le ferait une torche ou un beacon finalement. Aussi, notre nouveau bloc est considéré comme une source d'eau, donc pas moyen de l'assécher sans casser le bloc en tant que tel. Cependant, il est vrai que en 1.13.1, maintenant c'est possible de mettre le bloc à sec, donc bon, voilà. Ça reste une présentation 1.13, donc la 1.13.1 aura évidemment sa propre vidéo. Nous voici donc fixés pour la nature de ce nouvel et intriguant bloc qu'est le conduit. On espère qu'il accomplira sa tâche de beacon aquatique à merveille et qu'il rendra possible des constructions aquatiques plus que correctes. C'est quand même la pièce finale de cette vieille envie commune à beaucoup de joueurs de construire sous l'eau dans Minecraft. Moi-même, je me souviens que lorsque j'ai commencé à jouer, je me plaignais déjà de l'impossibilité de construire quelque chose de sérieux sous l'eau, à cause de ce dont j'ai déjà parlé un peu avant, qui concerne les dalles, les escaliers, etc., mais surtout de la visibilité et de la difficulté de respirer, et je suis bien content qu'aujourd'hui, des années après, ce soit enfin corrigé. Alors, pour la fin de cette vidéo, célébrons ensemble une certaine renaissance du jeu. Cela fait des mois, des années que nous, joueurs, avons demandé une telle mise à jour, et ça jour après jour. Alors, enfin, les développeurs nous ont écoutés, ont fait de leur mieux pour nous rendre le résultat le plus satisfaisant, complet et innovant possible, et par des exemples comme le dauphin, les biomes ou le conduit, je pense qu'on a été servi. Alors, jouez à la 1.13, Minecraft n'a jamais été aussi frais et neuf, jouez-y. Et sur ce, je pars nager dans les fonds océaniques, parmi corail, épaves et poissons colorés. On se retrouve pour la 1.14. Ça vous va? Allez, au revoir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo qui m'a pris pas mal de temps à faire, c'est pour ça que je ne ferai pas une seconde partie comme prévu, mais que vous trouverez un magnifique document de la part de Pixie dans la description que je vous invite vraiment à aller voir pour un petit peu voir ce qu'il y a au niveau technique de cet update. Ah oui, et j'aimerais aussi m'excuser, il y a peut-être quelques plans durant la vidéo qui lag, c'est normal, ça vient de chez moi, c'est pas de chez vous, il n'y a pas de souci. J'ai un mauvais PC et puis la 1.13 n'est pas très bien optimisé, donc bon, forcément, au bout d'un moment, ça fait pas bon ménage. Aussi, la vidéo dont j'ai parlé au début qui répertoriait les sons et les tags, je ne l'ai pas faite, elle ne sera pas non plus dans la description, donc ça, bon, voilà, il faut juste que je passe à autre chose, j'ai passé bien trop de temps sur cette vidéo, même si elle m'a beaucoup plu à faire et qu'elle m'a appris pas mal de choses en termes de montage, à vrai dire, donc c'était plutôt chouette, j'espère que vous l'avez trouvé chouette aussi.